mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue que nous allons commencer par l'ensemble des quotidiens qui titre sur la loi des supérettes, cette fameuse loi visant à interdire l'ouverture de petits supermarchés le Shabbat, alors que le vote de cette loi en seconde et troisième lecture devait se dérouler durant la nuit. Il a été reporté, nous allons le voir et nous en avons parlé déjà dans les titres de l'actualité. Bien, plusieurs municipalités ont tenté de devancer la Knesset en faisant voter dès hier par leur conseil municipal une loi municipale permettant l'ouverture de ces supérettes, un peu comme cela s'est produit dans la municipalité de Tel Aviv. Il s'agit en particulier des mairies de Givat-Haïm, de Rishon LeZion et de Holon. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette loi devait être votée donc en seconde et troisième lecture. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. La Knesset débat actuellement de la loi sur les recommandations de la police, une loi initiée par le député Dudi Amselem, qui est aujourd'hui le président de la coalition gouvernementale et l'opposition israélienne. Et on trouve cette information ce matin dans les sites d'information, dans le journal de Kol Israël à 7h. Donc l'opposition à la Knesset tente de tout faire pour torpiller le vote de cette loi et elle serait prête à faire prolonger les débats au moins jusqu'à demain. Le Israël Hayom indique en manchette ce matin que dans le cadre des projets de loi qui sont destinés à apaiser le public orthodoxe, la Knesset devrait voter dans les prochains jours une loi permettant à Yaakov Litzman, le leader du judaïsme unifié de la Torah, d'occuper les fonctions officielles de vice-ministre de la Défense tout en ayant des prérogatives de ministre. Rappelons que la Cour suprême avait jugé il y a un peu plus d'un an et demi que cette situation était anticonstitutionnelle et cela avait obligé à l'époque Yaakov Litzman à devenir ministre, donc ministre de la Santé dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou, avant d'être contraint par son leader spirituel, le rabbi de Gour, de démissionner il y a quelques semaines du gouvernement afin de ne pas cautionner la moindre profanation publique du Shabbat, en particulier dans le cadre des travaux d'aménagement des chemins de fer israéliens. Tous les médias israéliens hier soir et tous les quotidiens ce matin annoncent que celui qui fut le très proche ami de David Bitan, l'homme d'affaires Moshe Yosef, est en passe de conclure avec la police un marché qui lui permettrait d'éviter de lourdes peines de prison dans les affaires de corruption dans lesquelles il est impliqué et qui sont liées à la municipalité de Rishon LeZion. En échange de cette réduction de peine, de cet aménagement d'une peine, Moshe Yosef, qui est aussi considéré comme le financier de David Bitan, l'ancien président de la coalition gouvernementale, pourrait faire des révélations plutôt compromettantes contre l'ancien président de la coalition. En attendant de tels développements, le groupe parlementaire Likoud a rendu hommage hier à David Bitan pour sa gestion de la coalition au cours des 2 dernières années. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui, il faut le rappeler, a été toujours défendu par David Bitan, l'a remercié pour son action et pour son soutien, et son successeur David Amselem a vanté ses qualités. Ensuite, tous les députés du groupe parlementaire Likoud ont fait une ovation à David Bitan et l'ont applaudi massivement. Celui-ci n'a pas caché une certaine émotion à ce moment-là. Le Israël Hayom publie en première page des révélations de Lior Horev. Lior Horev, c'est l'ancien conseiller médiatique de la police israélienne qui a été contraint de démissionner il y a quelques semaines après qu'il ait été prouvé qu'il remplissait sa mission auprès de la police tout en critiquant sur sa page Facebook le Premier ministre Binyamin Netanyahou et qu'il y avait donc là un conflit d'intérêts. Et selon les estimations ou les aspirations en tout cas de Lior Horev, les recommandations de la police dans les dossiers 1000 et 2000 concernant Binyamin Netanyahou devraient être rendues publiques dans quelques semaines. Et selon lui, je cite, « elles provoqueront un véritable tremblement de terre ». La police, qui n'avait pas besoin de ce type de révélation, a répondu très sèchement à ces déclarations de Horev. Horev ne sait rien des enquêtes contre le Premier ministre. Fin de citation. Et en marge de ces enquêtes, le Yediot Aharonot publie ce matin une tribune de Yoaz Handel, l'ancien proche conseiller de Binyamin Netanyahou, qui aujourd'hui, on le sait, se dresse contre son ancien patron et a organisé samedi soir la fameuse manifestation de protestation au cœur de Jérusalem. Yoaz Handel réagit dans cette tribune du Yediot Aharonot à l'annonce faite samedi soir par celui qui fut il y a longtemps, lorsque lui-même était très jeune, son maître, le Rav Chaim Drukman, le leader du sionisme religieux en Israël. Chaim Drukman qui avait appelé à ne pas participer à cette manifestation organisée donc par son ancien élève, motif invoqué par le Rav Drukman lorsqu'il s'agit d'une manifestation
manifestation pour la préservation des valeurs, c'est effectivement une mitzvah, un commandement d'y participer, mais là, il ne s'agissait que d'une manifestation à caractère politique visant à destituer le Premier ministre. Dans son éditorial, Handel regrette la position de son ancien maître et se demande, après cette interdiction, d'ouvrir un débat sur ce qui représente. Il propose tout simplement, après cette interdiction, d'ouvrir un débat sur ce que représente aujourd'hui un militant de la droite dans l'actuelle réalité israélienne. Fin de citation. Le Israël Hayom revient sur ces révélations d'hier autour de la tension entre Mahmoud Abbas et certains responsables de pays arabes modérés, après que le Raïs palestinien ait adopté, on le sait, une attitude très critique et très virulente envers le président américain Donald Trump, attitude qui aurait embarrassé donc ces pays arabes qui ne souhaitent pas couper leurs relations avec Washington. Le Israël Hayom avait révélé également la création d'une commission suprême conduite par le directeur général de la Ligue arabe et dont la mission serait de déterminer les manières de lutter contre la décision de Trump sans que cela ne provoque de rupture avec les États-Unis. Dans le cadre de cette commission, le représentant de la Jordanie pourrait geler une décision qui serait prise par le Conseil de l'OLP à propos de Jérusalem. Tous les quotidiens annoncent ce matin que le Guatemala a décidé de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Le Guatemala fait partie de ces pays sud-américains qui avait déjà une ambassade à Jérusalem et qu'il avait fermée en 1981 après l'adoption par la Knesset de la loi fondamentale sur Jérusalem, capitale de l'État d'Israël. Le président du Guatemala, Jimmy Morales, s'est entretenu hier avec Binyamin Netanyahou et lui a annoncé la nouvelle. Il faut rappeler, comme le font les journaux ce matin, que le Guatemala est l'un des 9 pays qui ont voté avec les États-Unis et Israël contre la résolution déclarative de l'Assemblée générale des Nations unies annulant la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le site NRG annonce que 2 jours après la décision du Danemark de durcir ses critères d'attribution de subventions aux ONG palestiniennes et de cesser même ses virements à des ONG qui soutiennent le BDS, eh bien la Norvège, elle, a pris une décision semblable en annonçant qu'elle cesserait de verser des fonds à des ONG qui encouragent le boycott de l'État d'Israël. Côté israélien, on qualifie cette décision de succès diplomatique. Et en marge, des pro-palestiniens ont jeté des bidons de peinture rouge sur les murs de l'ambassade d'Israël à Athènes. Cela s'est produit hier. Ces pro-palestiniens ont ensuite expliqué leur geste en affirmant qu'ils avaient agi en guise de solidarité, je cite, avec le peuple palestinien opprimé par des années d'occupation. Ceci étant, les journaux indiquent que les États-Unis ont décidé de réduire de quelques 285 millions de dollars leur subvention annuelle à l'ONU. Ce faisant, les Américains, et en particulier l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies à l'ONU, Nikki Haley, mettent à exécution leur mise en garde de sanctionner ceux qui prendraient des initiatives contre leur pays. Et donc, selon la logique américaine, il va sans dire que l'ONU a bel et bien agi dans ce sens et doit donc être sanctionnée. Le Yediot Aharonot consacre ce matin une partie de sa première page à une très nette augmentation du nombre des procès-verbaux dressés par les forces de police contre les chauffeurs israéliens coupables d'excès de vitesse. Et cette augmentation a été de 134% en un an. La cause principale est le déploiement de caméras de surveillance qui relèvent ces excès de vitesse et envoient aux usagers des PV sans même les avoir arrêtés. Le Yediot Aharonot conseille donc aux chauffeurs israéliens de conduire moins vite. Le Times of Israel, et nous revenons ici dans le domaine du BDS, explique ce matin dans son site en français que la chanteuse néo-zélandaise Lorde a décidé d'annuler sa tournée en Israël après avoir reçu une lettre de 2 militantes BDS, l'une qui est palestinienne, l'autre qui est juive. La juive s'appelle Justine Sachs et elle est dans une interview au site Walla. Sachs a affirmé qu'elle avait été elle-même surprise du succès de sa campagne. Je comprends la colère des Israéliens après l'annulation de cette tournée, mais ce sentiment ne peut être supérieur, a-t-elle dit, à celui ressenti par les Palestiniens qui voient leurs droits bafoués. Fin de citation. Et toujours dans le Yediot Aharonot, un mot de santé, puisque le journal indique ce matin que l'hôpital Mayané à Yeshua, qui est l'hôpital orthodoxe de Bnei Brak, nous en avons parlé au moment de la disparition du Rav Steinman, cet hôpital a annoncé hier la fermeture de son département de prématurés faute de médecins. Cela se passe alors que les autorités israéliennes font toujours certaines difficultés pour reconnaître les diplômes de certains médecins nouveaux immigrants. Une réflexion, une information à méditer. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias. Il est 8h45, très exactement sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve avec notre second invité qui est Shlomo Balzan. Nous parlerons avec lui de sa carrière d'éducateur à l'occasion de la remise d'un prix qui le distingue pour son action dans ce domaine.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.